Bon, bah écoutez, bonjour, on va démarrer. Vous avez bravé les grèves et le reste pour assister à cette conférence sur le RGPD, un sujet qui intéresse visiblement. D'ailleurs, j'en vois qui était déjà là hier, parce que j'animais une autre conférence sur le sujet. Alors, vous avez dû rester dormir sur place, ou je ne sais pas. En tout cas, le sujet semble vous passionner. Alors, on va essayer d'aborder le sujet du RGPD d'une autre manière. Avec M-Files, deux personnes de chez M-Files. Mais alors, je vais présenter d'abord l'avocate qui sera là, qui sera la voix. Oui. Alors, non, pas de micro. Oui, si, qui sera la voix de la sagesse, on va dire. Donc, c'est Nathalie Puig-Server, qui est avocate spécialisée dans le droit du numérique et de la data au sein du cabinet P3B Avocat. Avec nous aussi Malo Genquin de chez M-Files, il est directeur ingénierie système au milieu. Et donc Stéphane Recher de chez M-Files aussi, qui est vice-président vente Europe continentale. Voilà, alors tous ensemble, on va essayer d'aborder ce RGPD d'une autre manière, gouvernance. Alors il y a des problèmes de micro, hein, je vais essayer de parler fort. En parlant de gouvernance, en évoquant un peu la blockchain, en parlant surtout des solutions qui permettent de se mettre en conformité, alors que ce soit de la GED ou de l'ECM. C'est l'une des particularités d'M-Files, de proposer une solution d'ECM. Donc on va voir comment on peut se mettre en conformité, comment surtout transformer la contrainte en opportunité. C'est la question que pose cette conférence. Alors voilà, alors en ce moment on parle aussi un peu de Bitcoin, de crypto-monnaie. Et donc, on s'est demandé comment la blockchain et toutes ces monnaies virtuelles, comment elles pouvaient s'intégrer dans cette nouvelle gouvernance de l'information et la mise en conformité au RGPD. Alors, est-ce que votre micro marche, Malo? Apparemment, oui. Alors, très bien. Alors, la blockchain, comment peut-elle s'intégrer dans cette mise en conformité ou dans cette recherche de mise en conformité et dans la gouvernance de l'information? C'est une question assez paradoxale, puisque nous avons d'un côté RGPD, GDPR, qui est du domaine de la contrainte, comme vous disiez, qui amène donc une approche plutôt de protection de la donnée, de cloisonnement, pardon. Oui, il y a des petits problèmes. Parler de blockchain, c'est parler de l'inverse finalement du paradigme de RGPD, puisqu'avec la blockchain, on va être plutôt dans une approche où tout le monde va pouvoir accéder à une information, mais personne ne pourra la modifier. C'est l'une des vertus de la blockchain, c'est la propriété d'immutabilité. On place une information dans la blockchain, tout le monde y aura accès, précisément tout le monde, mais personne ne pourra la modifier. Donc comment finalement concilier ces deux mondes, celui plutôt du cloisonnement, de la protection de RGPD, avec le domaine de la blockchain? En y réfléchissant un petit peu, on peut y arriver finalement en articulant et en combinant les deux mondes. L'idée est la suivante. Avec votre système GED de gestion de documents, de gestion de contenu, vous êtes amené à manipuler des informations sensibles parfois. Ça peut être, si vous êtes une entreprise, mettons dans le domaine du médical, des informations relatives à la santé de patients, relatives à des tests médicaux. Je tire cet exemple d'un patron breton, d'une entreprise bretonne qui est dans ce domaine-là, avec qui nous avons... Oui, voilà, ça passe mieux. Et donc, ce genre d'entreprise a typiquement le problème de posséder des informations qui doivent être conservées dans la durée et donc être finalement relivrées à leurs clients X temps après. Et non, si ça revient. X années après, on va vouloir retrouver l'accès à cette information et se pose la question, est-ce que cette information est authentique? Sur des informations sensibles, la question est vraiment fondamentale. Donc là, l'idée, elle est très simple. On va calculer la signature numérique
de ce contenu sensible depuis la GED, depuis l'outil d'ECM, d'EIM. Et ce n'est pas le contenu du document que l'on va... Ah là là. Non. Pas d'autres micros? Le pupitre. Alors autrement, il y a la solution du pupitre. Oui. Qui est avec fil. Voilà. Donc, je vous disais, on a la possibilité donc, de signer électroniquement un contenu depuis la GED. Et c'est non pas le contenu que l'on va placer dans la blockchain, mais la signature de ce contenu. Cette signature, elle n'a rien de confidentiel en elle-même. C'est le contenu, c'est le résultat d'un test médical, c'est un numéro de carte bleue qui peut être confidentiel, mais pas la signature de ce contenu. Donc on place la signature dans la blockchain, et à partir de là, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, pour peu que le système blockchain ait survécu, ce qui est probable, eh bien, on va pouvoir retrouver cette signature. Dès lors, que va-t-on faire concrètement? On va revenir vers la GED et le contenu qui est dans la GED. On va recalculer sa signature à l'aide d'algorithmes connus. Il faut prendre des algorithmes connus, bien établis, MD5, SHA, etc. Les spécialistes s'y retrouveront. Et on va comparer cette signature à celle qui était enregistrée dans la blockchain, immutable. S'il y a équivalence, tout simplement, cela veut dire que le contenu est authentique. Et voilà donc très concrètement, c'est quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui, comment on peut combiner blockchain, GED, et que ça joue même un rôle par rapport à RGPD, puisque dans RGPD, il y a besoin de protéger l'information. Donc là, on a bien protégé l'information, on ne l'a pas divulguée publiquement à l'extérieur, mais en même temps, on est capable de s'assurer qu'elle est authentique. Très bien. Alors, Nathalie, votre avis sur cette intégration entre la blockchain Ce que je retiens et ce qui est intéressant effectivement dans votre exposé, Malo, c'est que la blockchain, et c'est tout l'enjeu du RGPD pour toutes les entreprises, c'est de devoir assurer la sécurité, la confidentialité des données personnelles à un niveau plus élevé que celui qui préexistait, mais surtout aussi la traçabilité de ces données et la non-répudiation de ces données. Et donc la solution que vous avez exposée effectivement de blockchain, qui est donc basée sur la cryptologie, sur le chiffrement, est effectivement une solution qui peut aider dans ce sens à mettre en œuvre les mesures techniques, organisationnelles qui sont nécessaires pour ça. Et c'est d'autant plus important que souvent, en pratique, on se rend compte que les entreprises, évidemment, sont sous une masse, un flux de données. Ce sont des données qui circulent, ce ne sont plus des données qui sont fixes, qui sont dans le cloud, etc. Et donc, quand on arrive souvent pour commencer et qu'on est saisi d'une mission de mise en conformité, la première chose, c'est de faire un audit, de pouvoir tracer, savoir où sont ces données, qui y accède, comment on peut les récupérer. Et ensuite, il faut que ce processus soit pérenne et soit mis en place dans l'entreprise, puisse être contrôlé, mis à jour aussi, parce que c'est aussi une des leçons du RGPD, si vous voulez, c'est qu'il va falloir maintenant en permanence suivre cette réglementation. C'est plus seulement un système déclaratif auprès de la CNIL, c'est vraiment mettre en place au sein de vos entreprises des mesures organisationnelles de compliance. C'est vraiment la conformité, ça repose sur vous. Et pour ça, il faut avoir les outils effectivement pour le faire, puisque toutes les données sont numériques. Enfin, il y a encore, on voit, il y a quelques cas de données encore papier. Je pense au domaine du médical, par exemple, dans les hôpitaux. C'est encore dans la santé, il y a encore un peu de papier, mais sinon, je veux dire, c'est que des données numériques. Et il faut effectivement pouvoir avoir un système qui permette à tout instant, c'est surtout important, la traçabilité. Et aussi, je ferai juste un parallèle avec le droit à la portabilité des données, qui est un nouveau droit des personnes. Concrètement, ça veut dire pouvoir à un moment donné restituer les données sous un format qui sera encore à déterminer, mais en tout cas interopérable et j'allais dire classique entre guillemets. Donc c'est aussi avoir des solutions qui permettent à tout moment de localiser et éventuellement d'extraire ces données sous des formats interopérables pour répondre à ces droits dans des délais qui sont stricts et posés par le règlement aussi. Alors si vous êtes là, c'est que le sujet du RGPD vous inquiète, vous préoccupe, vous vous posez encore des questions.
Alors moi, ce que je me demande, c'est que le RGPD, ça impose un cadre plutôt contraignant. C'est le titre de la conférence. Comment on transforme ça en opportunité? Alors, Stéphane, vous avez une réponse à nous apporter? Je crois que vous allez venir au pupitre aussi. Voilà, on va faire du pupitre, on va faire des allées et venues. Oui, effectivement, quand une nouvelle réglementation arrive, il y a toujours deux aspects. C'est un peu comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut voir ça du côté uniquement contrainte. Mais je peux vous dire que sur du vécu sur le deuxième semestre en 2017, dans pas mal d'engagements projets clients, il y a certains clients, certains prospects qui ont vu ça d'un point de vue opportunité. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, puisque cette réglementation arrive, je dois être absolument conforme en termes de processus, de traçabilité des données personnelles de mes propres salariés ou des clients quand ils sont dans un domaine B2C, autant dans le choix d'un ECM fédérateur sur des projets sur lesquels on était au deuxième semestre, tout de suite inclure le fait que M-File puisse m'aider à être conforme à cette réglementation, faire d'une pierre deux coups, de manière en fait à me différencier, parce qu'il y a l'aspect contrainte, mais si on prend de l'avance et qu'on on est conforme avant la concurrence, on peut créer un très fort différenciateur pour sa propre solution, ses propres produits, ses propres services. Donc le cas concret qui s'est présenté, c'est un opérateur fournisseur de data center, d'infrastructures as a service, si vous voulez, des gens qui fournissent dans des data centers des machines virtuelles, du stockage, des réseaux virtuels. On peut y faire tourner tout type d'applications dans le cloud. Ces gens-là avaient un gros projet ECM très concret qui permettait de venir indexer tout le patrimoine informationnel existant, technique, de maintenance, que ce soit des PDF, tout type de fichiers, de formulaires. Et dans cette phase de transition, d'installation sur 250 users, puisqu'il y a une entreprise de 250 users, une PME, ils se sont dit, nous-mêmes, on opère des applicatifs dans nos data centers pour des clients qui manipulent des données personnelles dans SAP, pas dans Salesforce, mais dans d'autres applications hébergées. Ça peut être des numéros de sécurité sociale, ça peut être des RIB, ça peut être le statut marital d'un client. Ils se sont dit en quoi M-File, à ce moment-là, pour leurs propres besoins, me permet d'être aussi conforme au RGPD, de manière moi-même, dans mon offre de service auprès de mes clients, de leur dire « je vous assure la conformité de vos données dans mes data centers ». Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé en fait une technologie qui est disponible depuis 8 à 9 mois de manière prototypée chez M-File, mais officielle depuis le début de l'année, qui s'appelle IML, qui veut dire Intelligent Metadata Layer. Qu'est-ce que fait cet outil d'intelligence artificielle et d'apprentissage ? Il nous permet de venir rentrer dans n'importe quelle chaîne de caractères, un email, un document Word, un PDF. On détecte des chaînes de caractères, des mots-clés, et on comprend de quoi parle le document. C'est des technologies de langage naturel. Alors vous devez peut-être connaître Exalit, Sinequa, Elasticsearch. Nous-mêmes, on a la nôtre dans M-File. On a acheté une technologie comme ça, canadienne. On vient donc détecter le contenu de documents. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec RGPD ? Il est tout simple, il suffit de faire une ontologie sur le numéro de sécurité sociale, le statut marital. Chaque entreprise va définir quelles sont considérées les données personnelles de ses salariés à la RH ou de ses clients. On fabrique un référentiel et on laisse IML venir scanner tout le patrimoine informationnel des serveurs ça peut être des serveurs de fichiers, ça peut être stocké dans d'autres GED historiques anciennes, on va dire, puisque IML a tous les connecteurs vers tous les systèmes, que ce soit Salesforce, SAP ou toutes les GED existantes. Et on vient indexer ces données-là. Ça ne veut pas dire les migrer, on ne va pas les mettre dans un coffre M-File, mais on est capable de les repérer à tout instant, y compris la dernière version du document. Si la personne a divorcé, elle était mariée, divorcée, on garde toute la traçabilité dans M-File, puisque c'est une fonction naturelle de garder tout l'historique, la gouvernance, le versionning, les workflows, tout ce qui s'est passé. Même quand vous diletez quelque chose, vous ne le diletez pas en fait. C'est caché dans les vues dynamiques de M-File. Pas tout le monde a le droit d'effacer les données justement. Donc ce faisant, vous allez résoudre d'une pierre deux coups le fait que,
vous gérez en gouvernance, en cycle de vie de bout en bout l'information, dans ce cas-là, de données personnelles, grâce à l'outil, y compris en accès sur des tablettes, sur des smartphones, en mobilité. Mais vous avez aussi utilisé le module d'intelligence artificielle pour venir faire le repérage de ces données personnelles qui sont dispersées dans des dizaines, centaines de bases de données. Il y en a dans les SIRH, il y en a dans les bases de données clients Salesforce, il y en a partout. Ça vous permet donc de faire un inventaire, un diagnostic. Et si vous subissez ou vous passez à travers un audit, il y a le bouton magique dans M-File qui vous dit historique de toutes les données personnelles et il vous reconstruit tout ce qu'il a détecté au cours du temps à chaque instant. Donc vous n'avez pas besoin de venir rassembler ces informations avant chaque audit. M-File le fait pour vous de manière implicite. C'est comme si vous faisiez de la qualité, de la conformité RGPD sans le savoir. Parce que IML, à chaque fois que vous renseignez des données, vient scanner, vient indexer ça à partir du référentiel de données personnelles que vous lui aurez décrit. Quand vous êtes Cdiscount et que vous manipulez des millions de données de vos clients, il y a un peu plus de données personnelles que si vous gérez vos 3 salariés, les salariés de votre RH. Parce que là, vous avez les quelques informations traditionnelles lors de l'embauche. Voilà un petit peu le cas concret. D'accord. Et Malo, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors précisément, merci. Je voulais établir un parallèle entre deux notions qui finalement sont assez équivalentes. Vous connaissez peut-être en économie la notion de vitesse de l'argent, vitesse de la monnaie. C'est la vitesse à laquelle l'argent que vous recevez passe aux poches de quelqu'un d'autre. Quand l'économie va bien, vous allez avoir tendance à dépenser rapidement cet argent ou à le réinvestir si vous êtes une entreprise. Donc la vitesse va être dite rapide ou élevée. Et inversement, quand l'économie va mal, vous allez plutôt avoir tendance à thésauriser, à épargner l'argent, voire à le mettre dans un coffre. Alors le problème, quand on met l'argent dans un coffre, vous le savez, si vous mettez 1000 € dans un coffre, vous revenez 8 ans, 10 ans après, il y a toujours 1000 €, mais ces 1000 € ne valent plus grand-chose. À cause de quoi ? À cause de l'érosion de l'inflation. Donc c'est ça le problème de thésauriser. Et finalement, je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant entre monnaie, vitesse de la monnaie, et information, vitesse de l'information. Je suis en train de vous ramener vers RGPD, l'air de rien. C'est-à-dire que l'enjeu pour les entreprises en termes de gouvernance, puisque c'est le thème du jour, il va être de trouver cette sorte de ligne de crête très fine entre, d'une part, trop de protection, trop de cloisonnement. Et là, on tombe sur ce problème du coffre-fort. On fait pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, le pupitre, le sauveteur, c'est lui. Oui, et donc l'inverse qui serait un déficit de protection, de cloisonnement, qui comporterait des risques, le risque de se faire flasher par la police de RGPD. Donc finalement, c'est cette ligne de crête qu'il faut trouver. Il faut être juste, appliquer la juste politique de sécurité et de protection. Et pour ça, il faut savoir exactement classifier, catégoriser les informations manipulées par l'entreprise. On retombe vers l'évocation des outils de classification mentionnés par Stéphane. L'intelligence artificielle va nous aider pour correctement classifier les informations. On va pouvoir également aller détecter de manière très très fine la présence de tel PII, Personal Identifiable Information de RGPD, dans tel ou tel contenu qui rentre dans l'entreprise. À partir de là, on va être capable d'appliquer un traitement différencié à ce contenu sensible. On va pouvoir empêcher, par exemple, qu'un contenu sensible soit publié sur un portail extranet, qu'il soit par erreur communiqué par un conseiller de clientèle aux clients finaux, etc. Donc finalement, vous voyez, c'est ça, ça peut être l'une des clés pour arriver à correctement trouver ce juste milieu. Bien comprendre les informations, bien instrumenter des workflows au travers d'une bonne GED pour être dans le juste sécuritaire nécessaire. Oui. On prendra les questions un tout petit peu après, si ça ne vous dérange pas. Nathalie, j'ai envie d'entendre votre voix sur le sujet. Comment
comment on y voit une opportunité. Alors, votre micro ne marche pas, on va tous défiler. Donc, la marque des micros, c'est Sennheiser. Hein. Comment ? Oui, vous me disiez par rapport à la contrainte, à l'esprit de... Oui, alors c'est vrai, bon, il faut surtout y voir une opportunité, comme on le disait, et je pense que vos exposés, Malo et Stéphane, montrent qu'il peut y avoir des outils pour vous aider opportunément à faire ça. C'est aussi, il faut le voir, l'opportunité de faire peut-être un état des lieux et d'améliorer la sécurité et donc la valorisation des bases de données. Comme vous l'avez très bien dit, les données fluctuent, c'est vraiment des flux de données, on parle d'ailleurs de données chaudes, donc il faut vraiment pouvoir avoir les moyens de les identifier. Le RGPD procède à une classification des données en fonction de leur sensibilité. Donc il faut pouvoir aussi déterminer si on a des données sensibles ou pas, qui pour le coup sont soumises à des mesures sécuritaires techniques plus dures, hein, ce qui est bien normal. Donc c'est vraiment l'intérêt et le RGPD est vu comme une contrainte aussi parce que il s'applique quelle que soit finalement la taille des entreprises, dès lors que vous traitez, collectez des données personnelles de résidents européens. Donc c'est vrai, certains sont bien armés, il faut bien le dire, pour affronter le sujet, d'autres moins. Donc c'est pour ça qu'avoir recours et pouvoir disposer d'outils de conseils, mais aussi d'outils qui permettent de faire cette mise en conformité, ça me paraît être une façon d'adoucir la contrainte qui est perçue avec le RGPD et qui est réelle. Hein, c'est une réalité. Mais en même temps, il faut bien aussi comprendre que ce qu'on protège, c'est la vie privée. C'est donc un droit fondamental. Donc forcément, juridiquement, ça se traduit par des mesures contraignantes, mais qui tout de même adaptées en fonction de la sensibilité des données que vous traitez et aussi si vous captez et traitez massivement des données. Là, pour le coup, le RGPD prévoit des contraintes un peu plus élevées. Donc, vous voyez, il y a quand même... Le RGPD prévoit de moduler quand même les mesures, les obligations qui vous imposent en fonction de vos activités et de ce que vous traitez comme données. Voilà. Alors, on parle beaucoup de contraintes. On est dans un modèle défensif, apparemment. Alors que, finalement, si je vous écoute bien, Malo et Stéphane, avec une solution de GED ou de CM, on est plutôt dans le proactif, dans l'anticipation. Et donc, alors, c'est quoi exactement la valeur ajoutée de ce type de solution dans la gouvernance de l'information et la conformité au RGPD ? Alors, essayez le micro, et si ça ne marche pas, voilà. Est-ce que celui-ci marche bien. Alors, concrètement, la GED, une bonne GED, va pouvoir être totalement fondamentale pour aborder RGPD correctement. Pourquoi se trouve-t-il que c'est la GED et plutôt que l'ERP, plutôt que le CRM ? Eh bien, tout simplement parce qu'une bonne GED, à la fois, va gérer la masse de documents et de contenus de l'entreprise. Et on sait que c'est dans ce type d'objets, dans les documents, Word, Excel, etc., que l'on va pouvoir trouver une grande masse d'informations personnelles, éventuellement sensibles. Donc, on va dire que ce sont les premiers suspects. Ensuite, bien sûr, il peut y avoir des informations en base de données qui vont aussi contenir des informations sensibles. Donc une bonne GED, qu'est-ce qu'elle va pouvoir permettre de faire par rapport à ça ? Premièrement, elle voit passer ces contenus. Elle est capable également de les indexer à distance. Donc il peut s'agir d'indexer les systèmes d'hébergement cloud où vous mettez vos documents. Tout le monde a eu des équipes qui ont contourné la DSI pour aller stocker leurs documents chez Google Drive, chez Dropbox, Box, etc. Donc une bonne GED va être capable de se connecter à toutes ces sources et d'indexer les contenus là où ils sont, sans avoir nécessairement à les migrer. Ce qui du coup étend le périmètre de gestion de la GED, de facto. Ensuite, au-delà de savoir indexer, répertorier ces contenus à distance, il va falloir les comprendre et savoir s'ils contiennent ou pas des contenus sensibles. Là, c'est une deuxième couche dite d'analyse intelligente qui va être en charge d'auto-classifier ces contenus, comprendre que tel document, c'est un contrat de confidentialité. Ça peut être une facture, ça peut être un document de plainte client, etc.
Donc la bonne classification, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être essentiel, puisqu'il y a des documents qui, par nature, vont être sensibles. Il n'y aura même pas besoin de regarder à l'intérieur. Le simple fait de savoir que c'est un contrat de confidentialité indique que c'est un objet sensible qui ne doit pas être diffusé de manière publique. Mais ensuite, on peut aller plus loin dans l'analyse intelligente et vraiment regarder le contenu intérieur des documents pour aller y détecter les références à des numéros de carte bleue, les adresses, tout ce qui permet d'identifier une personne. Donc là, voilà, si l'intelligence est bonne, elle va être très performante et elle va permettre de marquer ses contenus. GDPR sensible, en gros, pour faire simple. Une fois que l'on a réussi, que l'on est parvenu à marquer ces documents, on va pouvoir appliquer un traitement différencié à ces contenus. On va pouvoir, je reviens sur cette notion de ligne de crête assez subtile, trouvée entre trop de sécurité et pas assez. Il faut faire ce qu'il faut pour être irréprochable au sens de GDPR, parce que ça rigole pas, il y a des pénalités très importantes, vous le savez, associées aux violations de GDPR. Mais il ne faut pas être dans l'excès de cloisonnement de l'information. Donc là, on va appliquer un traitement différencié qui fait qu'un vrai document contenant des informations sensibles, il sera cloisonné très fortement. Seuls les employés de l'entreprise ayant le besoin d'en connaître pourront y accéder. Le besoin d'en connaître, très important dans la RGPD. Les gens qui travaillent dans le domaine de la défense sont habitués à cette notion-là. Il ne suffit pas d'être habilité, il faut avoir besoin d'en connaître pour accéder à certaines informations. RGPD vous pousse à appliquer ce genre de bonnes pratiques. Voilà. Mais inversement, les documents qui ne sont pas particulièrement sensibles, eux pourront circuler beaucoup plus flexiblement au sein de l'entreprise pour que vos équipes qui font des analyses de business intelligence, de big data, etc., puissent correctement valoriser ces informations un peu moins sensibles. Il faut faire tourner ce qui peut tourner pour le valoriser. Si vous le valorisez, c'est intéressant pour votre entreprise parce que vous allez peut-être pouvoir générer des flux de revenus additionnels, mais c'est aussi intéressant pour vos clients qui vont pouvoir obtenir des services à plus forte valeur ajoutée de votre part. Donc ça, c'était le premier étage. On indexe à distance, on a l'intelligence qui comprend les contenus, et puis on se met en situation d'avoir des traitements différenciés. Ensuite, la GED, très concrètement, va devoir vous accompagner dans la conformité GDPR déjà en classifiant les usagers. GDPR arrive en vous demandant de définir un DPO, Data Protection Officer, le chef qui va se faire taper dessus si jamais il y a une fuite de données. Bon courage pour les volontaires. Il va définir également les responsables conformité, les compliance managers, comme ils disent, etc. Donc il y a un ensemble de rôles qui sont très précis, qui ont une application très précise dans GDPR. Votre GED doit pouvoir les représenter très facilement. Je continue. La GED va devoir aussi modéliser les objets qui ont du sens dans GDPR. Dans GDPR, vous avez par exemple la notion d'audit. Vous pouvez être audité, vous le serez certainement dans les années qui viennent. Un audit, dans une bonne GED, c'est pas un document, c'est un objet métier auquel vont se raccrocher des documents, genre justement le résultat de l'audit. Donc il faut pouvoir représenter ces objets métiers avant de créer des documents qui s'y rattachent. Ensuite, il faut pouvoir créer des workflows, comme on disait tout à l'heure, qui vont encadrer le respect de la conformité à GDPR. GDPR peut être très laborieux, très pénible pour vos équipes. Si vous n'êtes pas outillé, vos employés vont désespérer. Je le pense vraiment. Vraiment, parce que l'enjeu est tellement fort qu'on ne peut pas y aller de manière, disons, artisanale ou en bricolant. RGPD impose une approche systématique, industrielle, robuste, imparable. Il faut pouvoir prouver avoir pris toutes les mesures préventives possibles. Donc, bref, il faut être bien outillé. Et pour ça, il faut un outillage qui va gérer des automatismes pour supprimer, gommer tout ce qui peut être laborieux pour vos équipes et, on va dire, proactivement leur soumettre
les tâches où vraiment ils ont quelque chose à faire. Donc là, l'idée, c'est quand il y a une faille détectée, par exemple, dans un système d'exploitation utilisé dans vos services, ou une faille de sécurité dans votre CRM, dans votre ERP. Mettons que le CERT français ait reporté un souci sur l'un de ces éléments-là. Eh bien, il faut qu'on puisse créer dans la GED un objet brèche, data breach, je crois qu'on appelle ça en anglais. Et ensuite, il faut qu'un workflow aille automatiquement indiquer aux administrateurs système associés à ce système précis, peut-être le RP, peut-être le CRM, peut-être autre chose, leur assigner la tâche de traiter le problème. Il faut que ça soit spontané, il faut que ça leur arrive spontanément. Il faut que les gens aient un tableau de bord résumant les actions qu'ils doivent traiter avec le bon niveau d'urgence pour qu'il n'ait pas de questions métaphysiques à se poser. Et en faisant ça, on diminue la pression sur les équipes. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Je dois avoir couvert à peu près toutes les dimensions de la GED qui peuvent être utiles pour respecter le RGPD. Oui, peut-être il manquait un dernier point. Il faut pouvoir bien sûr stocker toutes les procédures de l'entreprise qui vont permettre à chaque employé, dans son rôle, dans son poste, de ne pas commettre d'impair et de respecter correctement RGPD. Donc là, encore une fois, c'est la GED qui est bien placée pour contenir procédures opérationnelles qui indiquent que faire exactement. Vous pouvez aussi, grâce au workflow, je rajoute ça, au workflow de la GED, vous pouvez forcer l'apprentissage de telle ou telle norme, de telle ou telle procédure par les employés. Imaginons, vous embarquez un nouvel employé dans vos équipes, ou bien une personne existante va changer de poste. Ça arrive heureusement souvent dans l'entreprise. Eh bien, il faut, lors de la prise de poste, que cette personne sache exactement les responsabilités qui lui incombent. Et avec RGPD, ce sont des responsabilités très précises, si la personne est amenée à manipuler des informations personnelles. Et donc, la GED va être capable de générer automatiquement une tâche assignée au nouvel embauché, qui va du coup voir cette tâche, pouvoir accéder au contenu, aux normes, aux procédures de référence de l'entreprise et déclarer « oui, je me suis formé, j'ai pris connaissance de ces informations, je suis en mesure de réaliser les tâches qui m'incombent correctement ». Donc c'est en faisant tout ça que l'entreprise va pouvoir, on va dire, emprunter la voie de la conformité vers RGPD et surtout... Ah, ça y est, c'est le moment, c'est l'heure. J'avais fini. Vous aviez fini. Alors, oui, Nathalie, vous aviez un mot ou plusieurs. Non, je voulais rajouter. rebondir sur ce que vous disiez sur l'aspect préventif du RGPD. C'est vrai que c'est une dominante et une caractéristique importante. Et je vous en donnerai une illustration. L'article 25 du RGPD qui consacre la privacy by design, donc c'est-à-dire le fait d'intégrer dès la conception des produits, des services, des outils numériques, les mesures de protection de la vie privée qui sont imposées par le règlement. Donc c'est un aspect préventif qui doit donc être pensé dès même par le responsable des traitements avant même qu'il décide en réalité de mettre en œuvre un traitement de données personnelles. Et également sur ce que vous disiez qui est un point très important, effectivement sur les procédures à mettre en œuvre et tracer ces procédures en interne, d'abord en cas de contrôle de la CNIL, par exemple en cas de violation des données personnelles, il y a une obligation de notification dans un délai au maximum de 72 heures, c'est à peu près les termes du règlement, dans le cas où il y a un impact pour les personnes concernées. Donc ça veut dire pouvoir avoir cette procédure prête, si je puis dire, en interne, tracée, dans ce que le RGPD appelle le dossier de conformité, qui va devoir donc comporter un certain nombre de documents, dont
dont cette procédure de notification de failles de sécurité. Donc ça veut dire par exemple que si vos données elles sont dans le cloud et qu'elles sont hébergées ailleurs, c'est aussi vous assurer que vis-à-vis de vos partenaires hébergeurs par exemple, ils respectent eux-mêmes ces procédures pour vous permettre, s'ils ont une telle faille sur leurs infrastructures, de vous en informer pour que vous-même vous puissiez remplir vos obligations dans les délais vis-à-vis de la CNIL. Donc effectivement, l'aspect préventif et de traçabilité par la constitution d'un dossier de conformité. Alors ça peut être effectivement les fameux workflows dont vous parliez. Donc c'était juste sur ce point-là. Alors gardez le micro parce qu'avant de passer aux questions, je voulais savoir, alors si vous aviez un seul conseil à donner, à me donner à moi, mais à donner aux gens qui sont là, pour assurer cette mise en conformité et pour revoir en tout cas et assurer une gouvernance de l'information efficace, ce serait quoi? Alors, vous vouliez intervenir? Celui-ci marche. En fait, il y aurait deux aspects à mon avis. Il faut commencer par faire rapidement un état des lieux, c'est-à-dire un audit, un diagnostic pour regarder en fait où sont disséminées les différentes informations personnelles de vos salariés ou de vos clients dans les différentes bases de données, dans les différentes applications, quels sont les flux d'échange entre ces applications pour savoir où ces données se promènent. Il faut commencer par avoir le diagnostic du point de départ. Après, définir la cible de ce qu'il faut remplir comme obligation avec les bons avocats, les bons conseils. Au niveau fonctionnel, au niveau du quoi, c'est relativement bien maîtrisé par les experts. Après, maintenant, il y a le mois de mai qui se rapproche, mai 2018. Et si on devait donner un conseil, on est quand même en mars. Après, ce qui va se passer, c'est que dans les entreprises, il y a ces données personnelles dans des dizaines d'applications historiques, dans différentes GED historiques. Et il y a bien un moment où il y a le temps, on n'est pas en relativité restreinte sous Einstein, le temps, il n'est pas compressible, il va rester 2 mois. Il va falloir choisir l'outil, la plateforme applicative cible la plus prête de manière à outiller ce processus. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que ce soit une plateforme qui ait un maximum de connecteurs vers ces environnements historiques. Parce que si vous devez développer tous ces connecteurs vers ces applications historiques de GED, de RP, de PLM, de CRM, de gestion de base client, le mois de mai va se passer. Donc, c'est en ça que je pense que, sans faire le commercial de base, mais que M-File, avec notre connecteur IML qui a tous les connecteurs vers toutes les applications existantes du marché, et même quand il en manque un, on est capable de le développer en 4 semaines avec toute notre R&D en Finlande, on peut rapidement rendre ce délai incompressible du mois de mai ou juin encore réaliste. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous allez faire un choix technologique d'outillage de la cible en termes de processus, de gouvernance et d'indexation de ces données personnelles à retrouver dans ce patrimoine informationnel existant, si vous devez tout redévelopper, parce que le délai est relativement court. Donc ça, c'est vraiment un argument pragmatique au moment où il faut y aller, quoi. Il faut retrousser les manches et il faut être prêt. D'accord. Malo, si vous aviez un conseil, le vôtre, ce serait lequel ? Ça serait effectivement de partir très pragmatiquement avec un travail de cartographie des systèmes de votre entreprise et des informations potentiellement sensibles manipulées par chacun de ces systèmes. Donc il faut les cartographier, les représenter. Et RGPD vous aide, arrive avec, disons, des concepts qui peuvent être instrumentés dans une bonne GED. Donc il faut faire ça très rapidement pour faire cet état des lieux. Ensuite, dans une deuxième passe, vous pouvez définir les procédures qui vont permettre de correctement protéger ces informations et parfois de les libérer. Comme on a dit tout à l'heure, il faut à la fois protéger mais libérer quand c'est possible pour que l'information circule. Donc voilà, il y a ces 2 grandes étapes. On cartographie, ensuite on dit ce que l'on peut faire sur ce patrimoine informationnel de l'entreprise. Et puis en 3, eh bien, on implémente, on automatise.
Entendu. Nathalie, est-ce qu'il y a d'autres... Non, mais je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire. Effectivement, le 25 mai arrive très vite. Et pour avoir échangé avec des personnes, des représentants de la CNIL, c'est vrai que il y aura quand même une certaine tolérance dans les contrôles qui pourraient être amenés à faire. Mais à tout le moins, il faudra démontrer qu'on a quand même entrepris une démarche en ce sens. Et donc, la première démarche logique étant effectivement l'audit de l'existant, tout simplement pour évaluer déjà le niveau de conformité, ce qui va, permettre éventuellement d'identifier des risques urgents à traiter, et deux, de savoir le gap qu'il faut atteindre pour être en conformité avec le RGPD. Donc, effectivement, le premier conseil, je vous rejoins, c'est de commencer à faire une cartographie des données, de vos flux de données que vous traitez, comment vous les collectez, comment vous les traitez, etc. Et puis, alors, le deuxième conseil, peut-être, c'est ne pas s'improviser sur le sujet si on ne connaît pas du tout le sujet. Donc, parce que c'est vraiment, se faire accompagner par des outils, par des conseils. Parce que sinon, c'est vrai que ça devient, du coup, ça peut devenir très compliqué. C'est un peu aussi ce qu'on entend comme reproche assez régulier sur le RGPD, c'est que c'est devenu un sujet d'expert, mais c'est une réalité, parce que le droit des data en lui-même est devenu un sujet d'expert et le numérique. Donc voilà. Le conseil, c'est ça. Et le 25 mai, encore une fois, alors, les traitements de données mis en œuvre après le 25 mai doivent être conformes, mais aussi ceux en cours au 25 mai. Puisqu'en réalité, on considère que vous avez déjà eu 2 ans, puisque le règlement est entré en vigueur le 27 avril 2016 et en application le 25 mai. Voilà. D'accord, merci. Écoutez, vous avez on va passer aux questions. Monsieur en a une depuis un petit quart d'heure. Il brûle de nous la poser. J'ai 3 questions, en fait. La première, c'est, souvenez-vous de vos systèmes d'information il y a 15 ans. Le nombre de sauvegardes, le nombre de récupérations qui sont plus ou moins foireuses, ça m'étonnerait beaucoup que dans 15 ans, vous récupériez au bit près pour reconstruire une signature. Donc je ne suis pas convaincu que le blockchain soit vraiment utile. Deuxièmement, le blockchain, ça consomme énormément de ressources énergétiques et donc ça consomme beaucoup d'argent. Donc je ne suis pas sûr que des techniques de chiffrement alternatives ne soient pas meilleures que le blockchain, dont on s'aperçoit qu'en fait, il consomme plus d'argent qu'il n'en gère actuellement, en tout cas dans le cas du Bitcoin. Et ma troisième inquiétude, c'est que, c'est démontré dans le cas du Bitcoin, il y a des failles de sécurité. On s'est fait, plusieurs dizaines de millions d'euros ont été volés dans des portefeuilles de Bitcoin. Donc la faille de sécurité existe, sans compter, bien sûr, la probabilité qui devient de plus en plus importante d'avoir des ordinateurs quantiques qui vont rendre le Bitcoin totalement obsolète. Alors, comment vous pouvez rassurer monsieur sur ces 3 inquiétudes? Alors, je vais peut-être prendre les questions dans le désordre, au fur et à mesure qu'elles me reviennent à l'esprit. Donc, la deuxième question, c'était... Oui. Oui, l'énergie. Sur l'énergie, alors, selon le type de blockchain, vous savez peut-être qu'il y en a plusieurs, elles sont plus ou moins énergivores, et justement, de nombreux acteurs ont pris conscience de ce que vous dites à raison, que c'est totalement déraisonnable que la blockchain, en tout cas celle du Bitcoin, consomme autant d'électricité que l'Irlande ou la Hongrie, je ne sais plus. C'est quand même incroyable. Donc c'est un souci qui est pris en compte, et il y aura émergence de blockchain alternatives. Il ne faut pas se restreindre à celles associées au Bitcoin. Vous saviez qu'il y a aussi Ethereum. Et en fait, il y en a plusieurs dizaines d'autres. Je ne parle pas des cryptocurrencies. Je parle vraiment de techno-cœur au sens blockchain. Donc, le problème de l'énergie devrait être résolu. Il y a des initiatives. Il y en a même une française, me semble-t-il, qui travaille sur le sujet. Ensuite, sur le fait qu'il peut y avoir des failles de sécurité. Non, ce n'est pas la blockchain qui a été piratée, ce sont des comptes chez les brokers. Les brokers qui vous donnent accès à la blockchain, enfin au Bitcoin, pour acheter ou vendre du Bitcoin. C'est chez les brokers qu'il y a eu le souci. Et s'ils avaient implémenté RGPD, peut-être aurions-nous évité le souci. Donc, ce n'est pas la blockchain qui a été piratée. Et votre troisième question, très pertinente, est-ce qu'on sera toujours capable d'analyser donc au bit près, dans 15 ans,
une signature déposée dans la blockchain. Parce qu'une signature, c'est au bit près. Là, vous posez une question de fond qui va peut-être conditionner, je dirais, l'avenir du numérique. Là, on dépasse très très largement ce salon, cette conférence. Je dirais, le numérique aura besoin de rassurer dans la durée pour être une solution viable. Alors peut-être que la solution, ce seront justement les low-tech, revenir vers du zéro électronique et du zéro informatique. Ça ne serait pas déraisonnable. Ça ne me déplairait pas personnellement. Mais là, je dirais, c'est le citoyen qui parle. Donc là, c'est un point de fond et je dirais, il va falloir y réfléchir. Je pense que les régulateurs ont une importance et un rôle à jouer là-dedans en définissant des blockchains sur telle ou telle technologie, des blockchains qui seront adoptés peut-être par une filière, la filière santé, la filière industrielle de l'aéronautique, etc. On va certainement voir émerger des blockchains privés. Il n'y aura pas que des blockchains publics, il y aura des blockchains de consortium également, un consortium industriel. Donc je dirais, c'est l'ensemble de ces blockchains qui vont, espérons-le, répondre à cet enjeu. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un commentaire, parce que vous parliez des calculateurs quantiques. Je trouve que Malo et moi, on est des anciens de Bull et Atos, le dernier constructeur et concepteur de supercalculateurs de high performing computing. On était vraiment impliqués là-dedans. Et alors effectivement, la blockchain, elle est très énergivore et c'est un énorme inhibiteur à la scalabilité de cette techno, d'où les alternatives que Malo mentionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffrement, on avait beaucoup de mathématiciens chez Bull qui faisaient de la cryptologie parce qu'on faisait des clés de chiffrement. Mais il y a pas mal de hackers qui sont aussi prêts à utiliser des calculateurs quantiques qui vont casser des clés de très haut niveau en quelques minutes quand les ordinateurs quantiques vont arriver. Donc même le chiffrement, la cryptologie, elle peut être elle-même en danger par ces ordinateurs quantiques. Donc en fait c'est toujours pareil, c'est une espèce de course sans fin. La sécurité, c'est un mélange de technologies, de procédures et surtout d'un minimum d'erreurs humaines, parce qu'on sait que la plupart des problèmes de failles de sécurité ou de dispersion de données d'une entreprise vers l'extérieur, la plupart du temps, alors ça peut être malveillant de l'intérieur, mais ça peut être d'une erreur humaine. Donc c'est aussi du culturel, des pratiques personnelles. La technologie ne pourra jamais tout résoudre. Donc c'est amusant, comme le RGPD nous emmène jusqu'à l'informatique quantique. C'est vraiment amusant. Une autre question, peut-être sur... Vous avez une question? Merci pour la présentation technique mais très claire. Donc je ne suis pas technicienne. Par contre, moi je suis intéressée par l'utilisation de toute cette data. Et vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit on peut valoriser la donnée qui n'est pas sensible. Alors que moi je pensais qu'on peut anonymiser l'information et tout valoriser. Donc quid des textes? Alors merci, oui, excellente remarque. On peut valoriser une information qui n'est pas sensible. C'est parce que tout simplement, si elle n'est pas sensible, on va pouvoir la faire circuler un peu plus au sein de l'entreprise, la faire passer dans différents systèmes d'analyse. Vous savez, en analyse de données, en big data, en machine learning, il peut y avoir des analyses profondes qui prennent des heures ou des jours, et puis des analyses rapides qui vont rendre un résultat en quelques secondes. Il faut pouvoir combiner les deux, donc faire traverser à l'information plusieurs systèmes. Pour ça, donc, il faut éviter qu'elle soit trop sensible. Sinon, tout simplement, vous allez ramener les contraintes RGPD dans tous vos systèmes. Ça va juste être difficile à gérer. Pas impossible, mais très difficile. Donc, un moyen d'élargir le champ, parce que si vous avez beaucoup de données sensibles, vous allez me dire, mais je ne peux pas traiter grand-chose du coup. Je ne peux pas valoriser grand-chose. Mais vous avez donc donné la solution vous-même. Eh bien, l'anonymisation peut être le point de passage, le sas intermédiaire entre le coffre, ce qui est cloisonné, et puis vos systèmes où on peut lâcher les brides. Donc on anonymise. Il y a des techniques pour ça, il y a de l'outillage. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable aujourd'hui même. Il y a aussi des technologies, alors c'est pas le quantique qui aurait plu à monsieur, mais c'est également assez science-fiction. Il y a une technologie de chiffrement, le chiffrement homomorphique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là, dans quelques années, quand ça aura quitté au stade des laboratoires de recherche, ça va être extrêmement intéressant. Ça
à disons à une société ou à un système, une plateforme, qui pourrait être une plateforme dans le cloud de nos jours, d'analyser un contenu sans voir ce contenu. Autrement dit, vous envoyez des informations chiffrées à cette plateforme, elle va pouvoir analyser grâce à des sortes de supercalculateurs. Je reviens vers la remarque de Stéphane. Et en gros, c'est un peu comme si vous traitez en aveugle des contenus sans les voir. C'est ça le chiffrement homomorphique, et ça va permettre, par exemple, à des fabricants de voitures ou d'avions qui ne sont pas informaticiens, c'est pas leur boulot de construire d'énormes plateformes d'analyse de données, eh bien, ils pourront soumettre à des tiers leurs données d'exploitation venant de l'usine, avec tous les robots d'assemblage, les pannes, les vibrations, les soucis, les signaux faibles qui peuvent trahir, disons, une future panne. Ils vont pouvoir envoyer ça à une plateforme d'un tiers qui va analyser toutes ces données confidentielles et sensibles, parce que imaginez qu'un fabricant de voitures envoie ces données de panne sur les chaînes d'assemblage, tous ses concurrents sont intéressés, évidemment. Donc c'est hautement confidentiel. Ils pourront le faire, et la plateforme rendra son résultat d'analyse aux fabricants de voitures, en ayant éventuellement croisé les données avec les données également confidentielles du fabricant de robots, utilisées sur les chaînes d'assemblage du fabricant de voitures. Et donc tout ça aura fonctionné sans jamais avoir trahi la confidentialité des données. Ça aussi, c'est une piste. Stéphane ? Juste pour ajouter un commentaire sur ce que décrit Malo, parce qu'il décrit notre vie passée, le chiffrement homomorphique chez Bull, c'est que ça permet de traiter des données cryptées, c'est-à-dire quasiment infaillibles, sauf que ça avait un inconvénient. On a fait ça avec le CEA, on a de belles technologies en France. C'est extrêmement gourmand en compute. C'est-à-dire que pour traiter ce type d'opération, ça pouvait durer sur des ordinateurs standards, on va dire, ou même très puissants, plusieurs jours. Or, pouvoir faire du traitement sur des données confidentielles d'usines ou de taux de panne dans des endroits sensibles, nucléaires par exemple, il faut pouvoir la traiter en quelques minutes. D'où ce projet qu'on avait fait avec le CEA sur les fameuses machines Bullion de Bull à l'époque. Encore une fois, on avait fabriqué une appliance, des logiciels du CEA, des algorithmes homomorphiques sur nos machines pour tester la scalabilité et les performances. Donc tout ça, c'est pas des vues de l'esprit. Il y a déjà des projets pilotes très avancés faits par les grands industriels français du logiciel et industriels du matériel en fait. D'accord. Alors pour vos autres questions, je suis désolé, on va être obligé de libérer la salle. Pour vos autres questions à Nathalie, Malo et Stéphane, je vous invite à aller sur le stand de M-Files qui est un peu plus loin en sortant sur la droite. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.